How many shots were fired? 3. Le 22 novembre 1963, à exactement 12h29, le président américain John F. Kennedy défile dans les rues de Dallas, tranquille, posé dans sa décapotable officielle. À ses côtés, la First Lady, Jackie Kennedy, élégante comme toujours. La foule est en délire. Des milliers de personnes sont venues juste pour voir le président le plus stylé de l'histoire des États-Unis. Le mec ressemble à un acteur de Hollywood, faut le dire. Kennedy sourit, salue, ambiance de rockstar totale. Mais 1 minute plus tard seulement, boum! Le président s'effondre en plein centre-ville, avec un fusil tiré depuis un bâtiment. Et le mec qui a tiré, Lee Harvey Oswald, devinez quoi? 2 jours plus tard, il est lui aussi abattu. Oui, 2 jours. Même pas le temps de passer au tribunal. Même pas un épisode complet de Columbo. Et là, c'est le début du plus gros casse-tête de l'histoire moderne. Qui a tué Kennedy? Les rumeurs partent dans tous les sens. Les soviétiques, Fidel Castro, le Mossad, la CIA elle-même, ou peut-être la mafia, comme dans les films. Bref, plus on creuse, plus on tombe sur des trucs fous. Et à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir une info que peu de gens connaissent sur le véritable assassin de JFK. Aujourd'hui, on vous raconte l'assassinat qui a changé le monde à jamais. C'est parti. Bon, ok, cette vidéo parle de l'assassinat de Kennedy. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé ce jour-là sans d'abord savoir qui était vraiment JFK. John Fitzgerald Kennedy, ou JFK, pour les intimes, c'est le 35e président des États-Unis. Il est né en 1917 et franchement, il est tombé dans la marmite du luxe dès le berceau. Son père, un vrai millionnaire. Du genre à acheter un yacht pour Noël et dire « c'est juste pour le week-end ». Grâce à lui, JFK a grandi dans une bulle dorée, pendant que l'Amérique, elle, traversait l'enfer. À cette époque, le pays sortait à peine de la Première Guerre mondiale. Puis, bienvenue, le krach boursier de 1929. En gros, c'est la Grande Dépression. Des millions d'Américains vivaient dans la pauvreté. Les fils pour le pain faisaient des kilomètres. Mais chez les Kennedy, on mangeait du homard. Le contraste était total. Mais attention, être riche, c'est pas forcément être invincible. JFK, lui, a eu droit à un vrai combo médical dès son jeune âge. Problème digestif, colonne vertébrale en vrac, un vrai chantier ambulant. Mais au moins il était riche. Résultat, une grande partie de sa jeunesse, il l'a passé allongé. Pas sur une plage à Malibu, non, dans un lit d'hôpital. Et c'est là que tout change. Pendant sa convalescence, il lit. Beaucoup. Trop peut-être. Après c'est normal, il n'avait pas un téléphone pour passer sa journée à scroller, comme maintenant. Bref, de la géopolitique, de l'histoire, de la stratégie. Et c'est là le déclic. Ce gosse de riche qui aurait pu juste faire du ski toute sa vie, commence à rêver de politique. Il veut comprendre le monde. Il veut agir. Et bientôt, il veut même le diriger. On est maintenant au début des années 40. John a la vingtaine. Il est jeune, ambitieux, et déjà officier dans la marine américaine. Et là, boum! Le Japon attaque Pearl Harbor, et l'Amérique entre officiellement dans la Seconde Guerre mondiale. C'est pas Call of Duty, c'est la vraie guerre. Brutale, sanglante, sans pause café. JFK, lui, est envoyé dans le Pacifique, un des endroits les plus dangereux du conflit. Et contre toute attente, le gars assure. C'était pas un enfant gâté en fin de compte. Il sauve des vies, fait preuve de courage, et repart avec plusieurs médailles de bravoure. Vous ne trouvez pas que cet acteur lui ressemble ouf? En tout cas, quand la guerre se termine, il revient en héros. Et pour lui, pas question de rester planqué dans un bureau. Après, je le comprends. Avec tout le temps qu'il a passé au lit, c'est normal. On passe aux années 50. Mode politique activé. Et faut être honnête, son père lui a bien mâché le travail. Lui a présenté du monde, ouvert des portes, et accessoirement glissé quelques millions pour la campagne. Merci papa. Grâce à ce boost XXL, JFK entre au Congrès, puis au Sénat alors qu'il a à peine la trentaine. Petit à petit, il devient la coqueluche de la politique américaine. Jeune, beau gosse, héros de guerre, riche et bien connecté. Le combo ultime. Et surtout, il est malin. Il comprend un truc que les autres n'ont pas encore capté. Le pouvoir de la télé. À cette époque, la télé, c'est le nouveau jouet high-tech du pays. Un peu les réseaux sociaux maintenant. D'ailleurs, vous imaginez à quoi ressembleraient les tweets des politiciens de l'époque? Et pendant que les vieux politiciens transpirent comme des steaks sous les projecteurs, JFK, lui, il brille. En 1960, il se présente à la présidence face à Richard Nixon. Sur le papier, Nixon a plus d'expérience. Mais à la télé, Kennedy le détruit. Un peu comme Trump a fait face à ses adversaires. Il est à l'aise, souriant, confiant. Résultat, le public tombe sous le charme. Et comme ça, les États-Unis ont eu leur premier président élu grâce à la télé.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Voilà. En 1961, John F. Kennedy devient officiellement le plus jeune président de l'histoire des États-Unis. Un président pas comme les autres. Sa voix est posée, son regard est perçant. Et surtout, il sait parler au peuple. Simplement, clairement, sans blabla inutile. Mais derrière cette image cool du président moderne, le monde est en feu. On est en 1960, en plein cœur de la guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique jouent à qui pisse le plus loin avec des missiles nucléaires. Et là, Kennedy arrive à la Maison-Blanche. Il découvre un sacré bordel. Les généraux, chauds comme la braise. La CIA, en mode on fout le bordel partout. Les mecs déclenchent des coups d'État, balancent de l'argent aux dictateurs, organisent des assassinats. Comme s'ils géraient une série Netflix. Kennedy, lui, hallucine. Ce n'était pas le job présidentiel qu'on lui avait vendu. Alors il décide de changer les règles du jeu. Il vire plusieurs hauts gradés, il réduit les budgets militaires, il parle de paix, et même de négociations avec les soviétiques, pour mettre en place un nouvel ordre mondial basé sur la paix et le respect mutuel entre les pays et qui rendrait le monde meilleur pour vivre, selon ses propres mots. Oui, le gars voulait arrêter de jouer à qui appuie sur le bouton rouge en premier. Et ça, pour certains au sein du système, c'était inacceptable. À partir de là, Kennedy entre dans le viseur. Pas seulement des ennemis extérieurs, mais aussi de certains ennemis intérieurs. Le danger commence à se resserrer autour de lui. Le 22 novembre 1963, un vendredi d'automne ensoleillé. Tout semble paisible, pour l'instant. Le président Kennedy est en visite à Dallas, Texas, pour donner un discours devant une foule enthousiaste. Il descend de l'avion, souriant comme toujours, puis il monte dans une limousine décapotable. Ouais, décapotable, aux côtés de son épouse Jackie. On est loin de la voiture The Beast que les présidents américains utilisent maintenant lors de leurs déplacements. Les rues sont bondées. Des milliers de personnes sont là, juste pour l'apercevoir. Le couple présidentiel défile au ralenti, saluant la foule. Les flashs crépitent, la foule crie son nom. Ambiance de superstar. À 12h30, 3 coups de feu cachent l'ambiance. Le premier rate, le deuxième transperce son dos, et le troisième lui explose littéralement le crâne. Tout s'est joué en moins de 6 secondes. Panique totale. Jackie hurle. La voiture fonce vers l'hôpital. Mais il est trop tard. À 13h, l'annonce tombe. Le président John Fitzgerald Kennedy est officiellement décédé. Un choc absolu. Le monde entier est figé. Et ce n'est que le début de l'affaire. La panique s'empare du pays. La foule est sous le choc. La presse explose. Et bien sûr, dans les coulisses, l'État entre en alerte maximale. En moins de 2 heures, les autorités arrêtent un suspect. Lee Harvey Oswald, ex-marine, 24 ans, regard froid, profil mystérieux. Mais attendez, ce mec n'est pas juste un simple tireur. Non. En 1959, il renonce à sa nationalité américaine et part vivre en Union soviétique. Oui, en pleine guerre froide. Le gars fait littéralement un aller simple chez les ennemis. Un peu comme ce que Luis Figo avait fait en 2000. 3 ans plus tard, il revient comme si de rien n'était. Mais en réalité, il a déjà un plan en tête. Le jour de l'assassinat, Oswald monte au 6e étage d'un dépôt de livres situé pile sur le trajet du cortège présidentiel. Il attend, vise et tire depuis une distance de 81 mètres. 3 balles, un président mort, puis il s'enfuit comme un fantôme. En chemin, il abat un officier de police, puis il tente de se planquer dans un cinéma, là où il est arrêté. Et là, surprise, il nie tout. Il dit qu'il est innocent, qu'il n'a tué personne. Et surtout, je suis un bouc émissaire. Une phrase qui, des années plus tard, va nourrir des centaines de théories du complot. Et là, tenez-vous bien, 2 jours seulement après l'assassinat de JFK, on s'apprête à transférer Lee Harvey Oswald du commissariat vers la prison centrale. Tout y est filmé. Il y a des flics, des journalistes, des caméras en direct. Et soudain, un homme sort de la foule et tire sur Oswald en plein ventre. Comme ça, tranquille, en direct, à la télé en plus, devant tout le monde. Oswald est transporté d'urgence à l'hôpital. Là, accrochez-vous bien, il meurt. Dans le même hôpital que Kennedy, 48 heures plus tôt. Est-ce que vous réalisez la folie de ce qui vient de se passer ? Un jeune de 24 ans est accusé d'avoir tué le président. Il clame son innocence. Et avant même qu'il passe devant un juge, il est exécuté en plein jour devant les caméras du monde entier. Bien sûr, là c'est plus une affaire, c'est un labyrinthe. Ce n'est plus juste un crime, c'est un mystère d'État. Et c'est maintenant qu'on va commencer à creuser. Maintenant, après le chaos, le choc et les funérailles, il
faut une réponse officielle. Le nouveau président, Lyndon B. Johnson, forme alors ce qu'on appelle la commission Warren, qui avait pour mission enquêter sur l'assassinat de JFK. Leur conclusion est, étrangement simple. Lee Harvey Oswald a agi seul. Pas de complot, pas de réseau, juste un jeune dérangé avec un fusil et une rancune perso. Ok, sauf que ce que dit la commission Warren est copié-collé des rapports de la CIA publiés le jour même de l'assassinat. Et là, accrochez-vous, selon cette version officielle, la deuxième balle tirée par Oswald est magique. Oui, magique. La fameuse Magic Bullet Theory. Selon eux, cette balle entre dans le dos de Kennedy, ressort par sa poitrine, traverse le siège avant, entre dans le gouverneur du Texas, ressort de son torse, transperce son poignet et termine sa course dans sa cuisse. Une seule balle, 7 blessures. Un truc qu'on ne voit même pas dans les jeux vidéo. On dirait une balle sous stéroïdes. Même certains membres de la commission n'étaient pas convaincus. Mais officiellement, on a classé l'affaire. Mais c'est pas aussi simple. Attends de voir ce qui vient. Pourquoi ? Il y a le peuple, lui, n'a pas gobé l'histoire aussi facilement. Beaucoup se sont dit, attends une minute, un gars de 24 ans avec un vieux fusil à verrou tire 3 balles parfaites sur le président des États-Unis, il fait ça tout seul, sans aide, ça sent pas du tout comme un travail solo. Rapidement, l'idée d'un complot s'installe. Les gens commencent à parler d'un deuxième tireur, d'un coup d'état déguisé, d'un truc beaucoup plus gros que ce que la télé raconte. Et puis, surtout, une question revient partout. Qui a tué Lee Harvey Oswald ? Bien, la réponse officielle, un certain Jack Ruby, un propriétaire de boîte de nuit bien connu à Dallas. Et là, tenez-vous bien, il a dit qu'il a tué Oswald par amour pour Jackie Kennedy. Oui, il voulait lui éviter de revivre un traumatisme en voyant le procès du meurtrier de son mari. Un geste romantique, avec un peu de violence quand même. Tu la sens venir, la ficelle, un peu trop grosse ? Bref, une explication tirée par les cheveux, mais que le gouvernement a rapidement validée, emballée et pouf, placée sous le tapis. Circuler, y a rien à voir. Mais le peuple, lui, n'a jamais oublié. Et pendant des décennies, les questions continuent à pleuvoir. 1975, un tournant majeur dans l'affaire. Pour la première fois, le public découvre une vidéo amateur de l'assassinat de Kennedy. Elle a été filmée par un simple citoyen, Abraham Zapruder. Et là, le choc. Sur les images, on ne peut pas vous montrer, on voit clairement quand la balle frappe Kennedy. Sa tête part en arrière, pas en avant, en arrière. Ce détail contredit totalement la version officielle qui affirmait que le tir venait de l'arrière. Parce que, évidemment, si le coup venait de derrière, sa tête partira en avant. Mais ce n'est pas tout. Des enregistrements sonores refont surface. Et ils révèlent 4 détonations, pas 3. Résultat, la pression monte, la polémique enfle, et le gouvernement est forcé de rouvrir l'enquête. En 1976, une nouvelle commission est créée, le House Select Committee on Assassinations. Et en 1979, boum, leur conclusion tombe. Kennedy a probablement été victime d'un complot. Les 2 tireurs ont ouvert le feu, pas 1, 2. Un choc. Le pire est que malgré cette conclusion explosive, aucune suite, aucune condamnation. La vérité, toujours enterrée. Et comme si ça ne suffisait pas, 5 ans après l'assassinat de JFK, son frère, Robert Kennedy, est lui aussi abattu. Un jeune Palestinien est accusé. Robert était, lui aussi, candidat à la présidence, et était favori pour la remporter. 2 frères, 2 meurtres, 2 mêmes ambitions politiques stoppées net. Coïncidence ? Certains n'y croient plus depuis longtemps. Alors aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard, on se pose toujours la même question. Qui a vraiment tué Kennedy ? Était-ce la CIA ? La mafia ? Le complexe militaro-industriel ? Ou un mélange de tout ça ? Ce qui est sûr, c'est que le monde a changé à jamais ce jour-là. Et peut-être qu'un jour, on connaîtra enfin la vérité. À vous de juger. En début des années 90, un film sort dans les salles et fait l'effet d'une bombe. JFK, réalisé par Oliver Stone. Le film raconte une théorie explosive. L'assassinat de Kennedy aurait été un complot interne mené par le gouvernement américain lui-même. Le film devient un succès mondial, et pour beaucoup, c'est un aveu déguisé. La pression devient énorme. Et là, surprise, le gouvernement déclassifie plus de 5 millions de pages liées à l'affaire. Mais tu sais quoi ? Pas une seule ne donne une réponse claire. Aucune révélation choque, aucune confirmation. Le peuple, lui, finit par comprendre. Celui qui a tué le président est peut-être le même qui cache la vérité depuis le début. Pas un tireur isolé, pas un ennemi étranger, mais une machine interne. Les services secrets,
l'armée, la CIA. Lee Harvey Oswald, Jack Ruby, des figurants, ou plutôt des boucs émissaires utilisés pour détourner les regards. Ce n'est pas qu'une théorie. Oswald lui-même, quelques heures avant de se faire abattre, a dit devant les caméras « I'm just a patsy », ce qui veut dire « je ne suis qu'un bouc émissaire ». Plus de 60 ans après, la vérité est toujours classée. Même si Trump a fait en sorte de révéler tous les documents liés à cette affaire le 18 mars 2025. Mais entre 4000 et 5000 pages sont encore inaccessibles. Une chose est sûre, ce n'était pas un simple meurtre. C'est un mystère qui hante encore les livres d'histoire et les consciences. Alors, à votre avis, Kennedy est-il mort pour la paix ou parce qu'il dérangeait un système trop puissant? À vous de décider. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un épisode sur l'une des plus grandes théories du complot de l'histoire. Je comprends que c'est difficile à croire, toutes ces conspirations, mais celle-là, elle continue à hanter les esprits même plus de 60 ans après. En tout cas, vous pouvez discuter dans les commentaires et répondre aux autres par rapport aux théories de chacun. Peut-être on trouvera parmi les commentaires une explication qui a du sens. D'ailleurs, si t'as aimé cette vidéo, tu vas sûrement aimer celle-là où tu trouveras plein de mystères étranges qui font réfléchir. Juste clique ici et n'oublie pas de liker et de t'abonner.